le troisième confinement était prêt. Tout était dans les tuyaux, on devait avoir droit à ce troisième confinement. Et finalement, c'est fort des images qui nous venaient des Pays-Bas que le pouvoir a décidé de ne pas reconfiner. C'est pas tant pour les pauvres gens qui restent seuls chez eux que le pouvoir a décidé de ne pas le faire. C'est parce qu'il a peur, il sait, il voit, par tous les services qui font remonter les infos, qu'il y a, et pas que sur les réseaux sociaux, la manifestation d'un agacement qui vire à la colère et qui pourrait ranimer des mouvements qu'on a connus il y a 2 ans, par exemple. Les Français, le peuple français, le vieux peuple français est en colère, ça fait un petit moment qu'il l'est, et l'évidence du mensonge dans lequel on l'enferme depuis un an, comment je crois le saouler fortement. Est-ce que du coup vous pouvez vous présenter Je vous en prie. Donc Nicolas Lévin, je suis fonctionnaire et je travaille depuis de nombreuses années dans une administration qui est au plus près du sommet de l'État. Je suis par ailleurs écrivain, mais L'incident est mon premier livre. La gestion et la nature de la crise sanitaire que nous vivons depuis un peu plus d'1 an m'a décidé à passer le pas et à écrire un livre donc sur cette crise, puisque j'avais vu des choses que je crois inédites et que j'avais une analyse originale à offrir. Vous évoquez dans votre livre L'incident, le début de la pandémie et notamment le rôle de la Chine et notamment les jeux militaires de Wuhan où les États-Unis prenaient part et justement les accusations de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous commenter le démarrage de cette épidémie ? Alors, il est vrai que les Chinois ont beaucoup de chance. À partir du moment où Donald Trump a appelé ce virus le virus chinois, on a totalement oublié ou nié qu'il venait de Chine. Le virus est donc bien né en Chine et c'est une constante de la propagande chinoise depuis le début que d'accuser l'étranger d'avoir été à l'origine de cette pandémie. Il y a eu notamment cette idée selon laquelle les jeux militaires auraient introduit le virus en Chine et évidemment les Américains d'abord. Vous parlez notamment de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle de l'OMS au début de cette pandémie ? Il est à peu près nul ou d'une médiocrité sans pareil. Toutes les recommandations de l'OMS pendant les premières semaines minimisaient la dangerosité du virus et a commencé par exemple par conseiller aux voyageurs de continuer de voyager, qu'il n'y avait aucun risque. Le directeur général de l'OMS, le fameux Tedros, qui est éthiopien, est notoirement un ami de la Chine. Il a tout à fait le droit, c'est une grande civilisation, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons dans cette amitié. Et l'OMS, pendant de longs mois, a refusé d'enquêter, laissant à la Chine la gestion mondiale de la crise finalement. Et encore aujourd'hui, on a appris que les chercheurs envoyés par l'OMS ne pouvaient pas visiter les sites sans lesquels on ne connaîtra jamais l'origine du virus. Vous parlez justement de ces enquêtes en Chine. Il y a notamment une thèse qui est explorée, c'est le virus créé en laboratoire qui, au début, était considéré comme une thèse complotiste et qui de plus en plus revient sur le plateau, qui est une piste envisagée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer notamment ce qu'est un laboratoire P4 ? Oui, alors tout d'abord, je dirais que j'entendais récemment Anne-Sophie Chazot dire que le complotisme, c'était le nouveau point Godwin. Comme dans l'opinion publique, la réduction ad Hitlerum ne fonctionne plus, ou de moins en moins. Le système a inventé ça, le complotisme, maintenant pour disqualifier toute tentative d'explication qui sort un peu du cadre. Donc oui, en 2003, la France, qui est l'une des rares nations à être capable de fabriquer un laboratoire de P4, donc pour les pathogènes de classe 4, donc les plus dangereux, a apporté son aide à la Chine. C'était au temps de Jean-Pierre Raffarin, qui est devenu, vous l'aurez remarqué depuis la fin de sa vie politique, un très grand ami lui aussi de la Chine. Donc la France a apporté son savoir-faire, ses ingénieurs, ses chercheurs pour la construction du laboratoire, et dès que le laboratoire a été mis en branle, donc ils ont commencé à le construire, les Chinois qui n'avaient pas à l'époque le savoir-faire ont voulu récupérer le projet. Et ils l'ont récupéré. Et depuis maintenant une dizaine d'années, le laboratoire a été lancé en 2017, si ma mémoire est bonne. Et on sait, puisqu'il y a eu des fuites, notamment venues des Américains, que le laboratoire était très mal entretenu. Je dis dans mon livre, parce que je l'ai lu, de gens sérieux, par exemple, les portes étanches sont comparables à ce qu'on trouve dans les sous-marins nucléaires, par exemple. C'est une technologie de pointe, et les Chinois ne tenaient pas. Ils sont capables de faire des tas de choses. Très bien, ils ont rattrapé leur retard technologique, et comment, ces derniers temps. Mais ça, c'est une technique qu'ils maîtrisent encore mal, et qui maîtrisent de toute évidence encore mal. Et il y avait
notoirement un manque de sérieux dans l'entretien du laboratoire P4 de Wuhan, qui est, je le rappelle, la plus grande réserve de coronavirus au monde. Donc un coronavirus se déploie à 10 km, 5 km du plus grand réservoir de coronavirus au monde, mais c'est un pur hasard. On a le droit d'y croire, on a le droit de croire au hasard, comme on a le droit de croire au Père Noël et aux fées. Vous parlez notamment dans votre livre très souvent de la Chine, des relations internationales. Est-ce que la Chine finalement ne serait pas un peu gagnante dans cette crise ? Elle l'est totalement, c'est-à-dire qu'elle de coupable, elle a réussi à se faire passer pour victime, elle a fait passer l'aide qu'elle a apportée objectivement pour quelque chose de tout à fait miraculeux. Ça n'a pas empêché l'Italie de connaître le destin qu'on sait. Et après un confinement qui a été très dur, incontestablement, et après une rétention d'informations qui a été tout à fait délirante, puisqu'on ne connaît pas honnêtement les chiffres, les vrais chiffres des morts et des malades en Chine, son commerce n'a pas beaucoup pâti de la situation. Au contraire, et d'un point de vue diplomatique, on aura bien vu que la Chine a enfin franchi le pas. Elle a osé affronter les États-Unis, vraiment très virilement. Et on peut rendre grâce à Donald Trump de ne pas avoir baissé les yeux. Je ne suis pas sûr que l'administration qui vient fera de même, mais c'est assez fascinant de voir que tous ces États clients, pour les États européens, dopés aux produits chinois, à l'industrie chinoise, à l'économie chinoise. Quand on est la prostituée de quelqu'un, on ne se rebelle pas forcément, et là, l'Occident ne s'est pas rebellé. On parle donc de tout ce flou en début de pandémie. Il y avait quand même des notes qui circulaient quant au Covid-19. Qu'est-ce que le gouvernement français a fait au début de cette pandémie et quand est-ce qu'ils ont pris connaissance de l'existence de la pandémie ? Assez tôt, nous avons quand même de très bons services de renseignement, comme les Britanniques, comme les Italiens, comme les Allemands. Nous en avons de très bons et dès le courant du mois de décembre, parce que ça commence un peu avant en fait, du moins il y avait des notes qui circulaient dès le mois de décembre. Il n'y a rien là pour le coup d'inédit, puisque ça a même été avoué par l'Élysée que les services de renseignement français, que l'ambassade de France à Chine avait averti l'Élysée dès le courant du mois de décembre. Et par la suite, ce qui était le plus frappant, durant tout le mois de janvier, c'est l'extrême, l'absolue, la totale confusion qui régnait au sommet de l'État, qui était complexifiée par le fait que Agnès Buzyn, le ministère de la Santé, en plus, était lui l'objet de toutes sortes de turpitudes liées à la carrière de celle qui était alors le ministre de la Santé qui voulait s'engager dans la campagne de Paris au sommet de l'État. Et tout le monde aura compris ce que j'entends par là. Et ce qui était frappant, et ce que je raconte dans le livre, la plus grande confusion. Ils n'ont pas voulu voir, ils ne voulaient pas voir le risque, et ils ne voulaient pas prendre les décisions qui s'imposaient que d'autres pays ont prises bien avant nous. Vous parlez notamment du conseil scientifique et de sa mise en place. Quel a été son rôle au tout début de la pandémie à partir de sa mise en place ? J'appellerais ça une caution pour éviter la Cour de justice de la République. Il est tout à fait pertinent à mes yeux de mettre en place un conseil scientifique, un comité, on l'appelle comme on veut, composé de gens qui sont censés savoir, pour appuyer la décision politique. Ça me paraît pas bête. Mais on avait bien compris à l'époque, et c'était très clair, et ça l'est toujours aujourd'hui, que ce conseil avait d'abord pour intérêt, du point de vue du pouvoir, que de le protéger dans le cas de poursuites futures. Plaintes qui sont arrivées en très grand nombre, et qui amèneront sans doute certains, mais dans très longtemps, devant la Cour de justice de la République, dont ils n'ont pas grand-chose à craindre en vérité. Hein. Mais bon, c'est ce qu'on appelle le syndrome Laurent Fabius. Ça serait bête de gâcher sa carrière, donc on pourra toujours se réfugier derrière Delfrécy, Lacombe et d'autres, pour dire « Ah, mais les scientifiques eux-mêmes ne savaient pas ». Donc vous voyez, mais c'est assez grave, parce que nous vivons dans un système qui n'est pas très démocratique, tout le monde l'aura compris qu'il est de moins en moins. Et de recourir de cette manière aux supposés sachants, c'est une forme de lâcheté en fait, puisque comme l'a rappelé le président de la République, mais on aurait aimé qu'il le dise bien avant, la décision en démocratie n'appartient pas à des gens comme ça qu'on choisit, mais au pouvoir politique élu démocratiquement. Bon, le problème c'est que le nôtre ne l'est pas tellement. La composition de ce conseil scientifique est éloquente aussi, puisqu'on a choisi que des amis du pouvoir, des amis idéologiques du pouvoir, des gens qui n'allaient pas contester le président Delfrécy, quelqu'un de très compétent, mais c'est aussi surtout un transhumaniste fanatique.
Et donc depuis le début de cette pandémie, c'est ce conseil qui dirige les décisions du... De moins en moins, non, il a eu une importance très forte au début. Et non, par la suite, aujourd'hui, dire que le conseil scientifique, encore aujourd'hui, a une grande influence sur le pouvoir, serait exagéré. Non, non. En mars, il y a un revirement, et notamment avec la mise en place du confinement, d'une semaine à l'autre, des décisions contradictoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement de mode d'action, pourquoi ce basculement ? Il est dû à la confusion que j'évoquais. Ça, pour le coup, à la décharge du gouvernement français, du pouvoir français, quand on regarde à côté dans les pays voisins, il y a eu aussi, moins, mais il y a eu quand même aussi de la confusion. Mais on aura bien compris que la stratégie était fonction des mensonges de ce pouvoir. On n'avait pas de masque, donc les masques étaient inutiles. On n'avait pas de tests, donc les tests étaient inutiles. C'est la raison principale pour laquelle la stratégie a évolué. Je pense que quelqu'un qui a fait 1 heure de biologie dans sa vie se doute tout de même que dans un contexte d'épidémie, un masque ne peut pas à tout le moins faire de mal. Donc ça, je pense qu'il y avait un accord entre tous les acteurs. Mais ces revirements s'expliquent par le fait que le gouvernement ne voulait pas être pris en défaut. Il ne voulait pas qu'on voit qu'il naviguait à vue et qu'il mentait. Souvenez-vous tout de même de Sibeth Ndiaye, c'est son rôle puisqu'elle était porte-parole du gouvernement, mais qui riait du masque et des tests à la radio à l'époque. Et puis 2 semaines plus tard, on nous dit finalement les masques c'est obligatoire. La France avait détruit, je le raconte dans le livre, toute son industrie qui produisait des masques. Donc il fallait en acheter. Et évidemment à l'époque, parce que c'est un phénomène qui a frappé toute l'Europe, ils s'étaient dit, ces gens-là, que le jour où on aurait besoin de masques, on demanderait à la Chine. Voilà, c'est arrivé de Chine. Vous parlez notamment des médias, de la rapidité aussi de la parole dans les médias. Et vous leur reprochez notamment le rôle au début de cette épidémie. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement aux médias ? D'abord d'avoir nié, dans un premier temps. Je raconte assez longuement dans le livre, parce que c'est aussi une chronologie, un récit de la pandémie, de s'y être intéressé tard comparativement à la presse asiatique et à la presse anglo-saxonne, et puis d'avoir, par un principe de vase communicant peut-être, ou compensation, d'avoir fait dans le sensationnalisme, ce qui n'est pas très original, mais là on en a peut-être trop fait. Et puis de ne pas avoir enquêté. On obtient des réponses en fonction des questions que l'on pose. Et somme toute, je les accuse depuis le début de poser les mauvaises questions. On parlait tout à l'heure du laboratoire P4 de Wuhan. Alors ça ressort tous les 2 mois. Il y a un article qui dit et si, mais ça ne va jamais plus loin. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie à accabler certaines figures contestataires comme le professeur Raoult, comme le professeur Perron. Ils en ont dépensé beaucoup moins à enquêter sur ce qui se passait en Chine et sur le laboratoire P4 de Wuhan, par exemple. Et puis, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ce que je viens de dire là sera étiqueté évidemment complotiste, puisque c'est la nouvelle arme pour faire peur. Mais faut pas trop leur en vouloir, en fait. Je pense que c'est d'abord de l'idéologie, que tout est idéologique, et que s'ils ne posent pas les questions, c'est pas tant, même si ça existe, par volonté de mentir qu'ils n'y songent même pas, en fait. Et même aujourd'hui, les médias sont toujours dans ce sensationnalisme que vous décrivez ? Oui, ils sont dans le sensationnalisme, et puis on aura vu aussi que c'est les fanatiques du confinement. On ne confine jamais assez à leurs yeux, il faudrait nous enfermer tous pendant encore 6 mois, on nous fait du chantage à l'émotion, si vous allez acheter votre baguette sans masque, vous allez tuer une personne âgée, à peu près ça, ou un bébé phoque, je ne sais pas, les 2 à la fois peut-être. C'est une espèce de chantage permanent, il y a une espèce d'emballement, il y a plein de choses dedans, il y a de l'idéologie d'abord, il y a du conformisme. Moi, ce que je leur reproche d'abord, c'est quand même de ne pas suffisamment enquêter. Vous parlez donc du confinement et notamment vous évoquez tout le traitement de nos aînés, notamment dans les EHPAD. Est-ce qu'on les a pas finalement abandonnés ? Bien sûr qu'on les a abandonnés, on a entendu ce discours, c'est pour ça que je parlais d'idéologie. Le débat, avec d'énormes guillemets, sur l'euthanasie, qui revient, ou le droit de mourir dans la dignité, ce qui est un affreux euphémisme, mais tout est euphémisme de nos jours. À la fin des fins, quand on interroge ces gens-là, ils vous diront que ça coûte cher finalement, quand même. Voilà. Que des gens âgés, malades, atteints de maladies incurables, est-ce que ça vaut le coup pour la société de les garder en vie ? On a entendu ce discours. Alors peut-être qu'on l'entend un peu moins maintenant. Mais on l'a beaucoup entendu au début, qui était que est-ce qu'il fallait arrêter la société tout entière pour sauver des gens de 80, 85 ans. Moi, je pense que tout de même,
La réponse est assez claire en tant que catholique aussi, mais je pense que même un athée vous redire la même chose, il me semble, beaucoup. La morale n'est pas réservée aux catholiques, que non, on ne laisse pas mourir les gens quand on a les moyens de les soigner. Et une année de plus pour quelqu'un, ou 5 ou 10 années de plus, on n'en sait jamais rien, c'est Dieu qui décide. Quelques années de plus pour une personne de 85 ans, c'est pas à nous de décider. Et oui, il y a eu, très concrètement, dans les hôpitaux, c'était des comités d'éthique, je crois, encore une fois un euphémisme, qui étaient chargés de décider qu'il fallait sauver, qu'il ne fallait pas sauver. Je pense que les médecins, quand ils ont fait ce choix, la plupart d'entre eux, du moins, l'ont pas fait de gaieté de cœur, et qu'ils ont dû le faire par manque de moyens. Vous évoquez notamment le confinement avec un exode massif du coup vers le reste de la France pour les Parisiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça m'avait marqué. Alors, il y avait des chiffres, je crois que c'était un quart des Parisiens qui ont fui de la sorte. C'est pas très nouveau, je pense que là c'est de la sociologie. Beaucoup de Parisiens qui ont la chance d'avoir une maison en province, tant mieux pour eux, et qui ont tout simplement fui juste après les annonces du premier confinement. Mais ça avait quelque chose d'assez irréel en fait. C'était un clin d'œil, parce que somme toute, si j'avais moi-même un manoir dans le Larzac, je m'y serais sans doute rendu. Le travail m'en aura empêché, et la conscience professionnelle aussi. Et c'était assez frappant et amusant finalement de voir tous ces gens avec leurs énormes valises qui erraient dans Paris, qui se précipitaient vers les gares dans le but de fuir. On s'aurait cru en septembre 1870, quoi. C'était les Allemands approchaient. Bon, ils n'ont pas fait preuve d'une très grande solidarité, mais ceux qui habitent, et c'est le cas de beaucoup de Parisiens, dans des 10 mètres carrés au 7e étage sans ascenseur avec les toilettes sur le palier, s'ils avaient l'opportunité de rentrer dans leur famille, on les comprend tout à fait. C'était pas pour les accabler, mais il est vrai qu'après donner les Parisiens quand même, c'est des sociologies, on commence à donner beaucoup de leçons de morale, ils n'ont pas fait preuve d'une très grande solidarité vis-à-vis de leurs compatriotes. Enfin, ce quart-là du moins, de Parisiens. Vous évoquez notamment une désorganisation complète alors que le virus était prévu depuis au moins fin décembre, début janvier. Qu'est-ce qui explique le manque d'anticipation en termes de masques, de tests? Alors, je le raconte dans le livre. L'ironie, il y a beaucoup d'ironie dans cette histoire, mais l'ironie suprême peut-être, celle qui m'a longtemps le plus frappé, c'était quand même que l'homme qui du temps où Marisol Touraine était ministre de la Santé a décidé que la France devait se débarrasser de ses stocks de masques et en acheter en Chine le cas échéant, c'est un certain Jérôme Salomon, aujourd'hui directeur général de la Santé, et qui vient donc nous annoncer les chiffres des morts, puisque les morts désormais sont des chiffres, et il fait ça depuis un peu plus d'1 an. On n'avait plus de masques, parce que c'est une décision politique. C'est sous Marisol Touraine que l'État français, que le ministère de la Santé, a décidé que ça coûtait trop cher de conserver des stocks de masques, et que donc on le ferait avec à l'aide du marché, au cas où. Les tests PCR, ça aussi c'est très documenté, c'est très connu, c'est à peu près pour les mêmes raisons, c'est la mondialisation heureuse, c'est-à-dire que il y a une partie des composants qui sont faits aux États-Unis, une autre en Chine, une autre en Italie. Bon, quand les frontières sont fermées, quand le fascisme est de retour, on n'est plus capable nous-mêmes, on a perdu les compétences métiers, on ne sait plus le faire nous-mêmes. Pour ce qui est des masques et des tests, ça a pris un temps fou, parce qu'on n'était pas en capacité de les fabriquer nous-mêmes. Et j'ai dit, la chaîne de production des masques, il y a un exemple fameux qui est cette usine des Côtes d'Armor dont je parle longuement, qui fabriquait des dizaines et des dizaines de millions de masques chaque année, et qui avait signé un contrat avec l'État sous Dominique de Villepin, et on a décidé de la fermer du jour au lendemain, quasiment. On l'a vendue à des Américains, les Américains l'ont liquidée 2 années plus tard. Il y avait des gens là-dedans qui travaillaient depuis 20, 30, 40 ans, qui se sont retrouvés à Pôle emploi, alors qu'ils avaient des compétences rares, et qui nous auraient été, je crois, bien utiles ces derniers mois. Ça prend du temps de relancer une chaîne industrielle. On l'a constaté, les mondialistes l'ont constaté ces derniers mois. Et le vaccin dans tout ça? C'est une magnifique opération spéculative, incontestablement, puisque l'industrie pharmaceutique, qui se porte fort bien, elle, a réussi l'exploit de fabriquer en quelques mois un vaccin, alors que généralement ça prend plusieurs très longues années. Alors certes, elle utilise une technologie qui est plutôt bien, d'après tout ce que j'ai pu lire et toutes les personnes à qui j'ai pu poser la question, est plutôt bien maîtrisée, celle de l'ARN messager, mais tout de même, là, on viole tous les protocoles, toutes les procédures qui encadrent
habituellement le lancement d'un vaccin. Donc moi, je suis comme 99% des Français, n'en déplaise à France Inter. Je crois à la vaccination. Je pense que nous sommes tous ici des enfants de la vaccination. De ne plus voir certaines maladies, c'est plutôt une très bonne chose. Mais on ne peut pas empêcher les Français, je crois, de s'étonner, et pas que les Français, qu'on ait pu mettre sur pied en quelques mois un vaccin et de songer à rendre la vaccination obligatoire. Et comme nous vivons de toute façon dans une société de défiance, qui est de l'unique responsabilité du pouvoir, on ne peut pas reprocher au peuple d'être méfiant. Donc moi, en ce qui me concerne, n'étant pas membre du public vulnérable, d'abord, parce que c'est une maladie, malgré tout, qui concerne d'abord des gens de plus de 70-80 ans, et croyant difficilement qu'on peut être sûr à 100% d'un vaccin fabriqué en quelques mois, je ne pense pas du tout me faire vacciner. Et je pense qu'il est préférable, quand on n'est pas vulnérable, ce mot ne veut pas dire grand-chose, mais bon, par commodité on va l'employer aussi, je pense qu'il vaut même pas se faire vacciner. Pour vous, est-ce que le choix d'un confinement, alors notamment j'évoque ici le deuxième et l'éventuel troisième confinement, est-il logique et fallait-il reconfiner en novembre? En question difficile, toutes les études sérieuses qui ont été faites ces derniers mois sur les confinements laissent à croire que ça n'a pas forcément un impact décisif sur la réduction de l'épidémie. Comme le dit le professeur Raoult, c'est d'abord une décision, c'est mon analyse aussi, et c'est ce que j'ai pu constater en interne, c'est d'abord une décision politique, qui peut se comprendre. Mais bon, là encore, ce sont eux qui ont fait peur aux gens, et qui essaient de les rassurer. Bon, c'est un peu étonnant, mais à partir du moment où cette trouille immense s'est emparée de la population tout entière, on n'a plus beaucoup d'autres choix que celui de confiner, puis les autres le font, donc on le fait. Il me semble malgré tout, même si les résultats sont pas probants, que le premier confinement pouvait se justifier. De répéter l'opération une deuxième fois, de songer, et même plus que songer à le répéter une troisième, pourquoi pas une quatrième, une cinquième, on peut ne plus s'arrêter, me paraît pas pertinent du tout. L'exemple célèbre, désormais célèbre de la Suède, nous montre que avec ou sans confinement, ça ne change pas forcément grand-chose. La situation dramatique de la France, qui est aussi celle de l'Italie ou de l'Espagne, est d'abord une conséquence de sa pyramide des âges. Nous sommes des pays où il y a une part énorme de personnes âgées, tant mieux, mais c'est d'abord cette raison-là qui explique la situation terrible dans laquelle nous trouvons. Alors, je ne connais mal la pyramide des âges suédoise, mais je pense pas que ce soit une arme décisive pour contrecarrer les plans maléfiques du virus. Et je pense quand même, en définitive, et ça je pense que nous le constatons tous autour de nous, que à la fin, il va y avoir plus de morts de dépression, de maladies non soignées, de gens qui sont suivis, qui ne peuvent pas aller voir leur médecin ou qui n'osent pas aller voir leur médecin depuis des mois, que du coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur le couvre-feu, notamment en ce moment, on est en période de couvre-feu à partir de 18h? Je trouve ça parfaitement absurde. Là, c'est la même logique qui est à l'œuvre, mais qui est encore plus bête. Enfin, l'idée, elle est peut-être pas stupide, qui est que le soir, les gens se retrouvent, boivent, se rapprochent, et donc permettent au virus de se répandre davantage. C'est la conséquence de l'état doudou, en fait. Nous sommes censés être des citoyens doués d'une conscience, capables de faire des choix bons ou des choix mauvais. On peut aussi faire confiance un peu aux citoyens français, en l'occurrence, et de se dire qu'ils peuvent en effet respecter les gestes barrières, se laver les mains un peu plus souvent que d'habitude, et ne pas se tripoter toutes les 5 minutes. Je crois que c'est tout à fait possible. Et que ce couvre-feu, il est placé à des heures totalement arbitraires, ce qui le rend d'autant plus absurde. Donc non, je ne pense pas que le couvre-feu ait le moindre impact que ce soit sur la réduction de l'épidémie. On a ces options de confinement, couvre-feu. Est-ce qu'on pourrait faire autrement et comment on pourrait s'y prendre? Mais je pense qu'il faut regarder ceux qui s'y sont bien pris. Je crois pour le coup, on met la Chine de côté, parce que même si la stratégie globale chinoise était plutôt bonne à mes yeux, ils ont menti éhontément sur les chiffres. Enfin, personne n'y croit, à part étrangement le professeur Raoult.
pour le coup, j'ai du mal à comprendre. Mais la Corée du Sud, les pays asiatiques en général, ont très bien géré la crise. C'est une leçon qu'ils nous donnent, une autre. Voir ce qui a été fait en Corée du Sud, par exemple, avec évidemment le fait de confiner les personnes à risque, de tester massivement, mais encore fallait-il pouvoir le faire, nous ne pouvions pas le faire, d'essayer de soigner aussi, pas uniquement de l'hydroxychloroquine, mais on est une des rares aires civilisationnelles à ne pas vouloir soigner, ou à moins vouloir soigner les malades que de vouloir les enfermer. Je pense que c'était ça, traçabilité, le confinement au cas par cas. Alors, nous ne sommes pas des Coréens du Sud, et Dieu merci. Donc le fait d'être fliqué en permanence, d'avoir des gens qui viennent nous voir tous les jours pour être sûr qu'on est chez nous, ça je n'y suis pas très favorable, mais d'avoir une surveillance accrue, de surveiller, mais uniquement les personnes concernées en priorité, ce virus, sur les personnes de moins de 50 ans, est pas beaucoup plus mortel que la grippe saisonnière. Peut-être qu'ils trouvent ça stigmatisant. Donc, mais ce n'est pas stigmatiser les personnes âgées, que de considérer que c'est sur elles que toutes les mesures de prévention devraient être prises. Beaucoup de personnes se sentent bafouées au niveau de la liberté d'expression. On parlait notamment des mesures précédentes et vous parliez aussi du fait de rencontrer d'autres personnes, d'aller boire des verres, rencontrer du monde. Que penser de toutes ces mesures justement un an après le début de la pandémie et une vie sociale qui est du coup réduite? Je crois que le résultat est assez catastrophique. Je disais que tout à l'heure, je pense que tout le monde voit cela autour de lui. En ce qui me concerne, moi je vois beaucoup de gens dépressifs, alors qu'ils n'étaient que joie de vivre. Il y a à peine un an de cela, qui vont très mal, qui vont vraiment très très mal. Et je vois aussi beaucoup de gens qui, comme je le disais tout à l'heure, ont parfois des traitements, ils ne peuvent plus les suivre comme ils le faisaient précédemment. Je crois que entre l'État et les individus, il n'y a plus rien de nos jours, puisque comme le disait Marx, une de ces rares idées qui a tenu, je crois, le capital a détruit toutes les structures qu'il y avait entre les deux. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus, ou de moins en moins, de famille, qui était l'ennemi prioritaire. Donc désormais, les individus sont seuls et ont du mal à se regrouper. Il ne leur reste que cela, finalement, dans cette espèce de désert du sens auquel l'époque nous voue, et qui, je crois, a été plutôt bien raconté par quelqu'un comme Michel Houellebecq, par exemple. Et nous priver de cela, de nous priver des joies des rencontres, de nous priver de l'imprévu, je crois que c'est quelque chose de terrifiant, en un sens. Et là, je suis très sérieux. La meilleure critique de l'idée de complotisme, d'abord, les complots, ça existe. Il faudrait ouvrir un manuel d'histoire. Il suffit de le faire pour s'en convaincre. Mais il y a surtout des alliances d'intérêts objectives. Il y en a toujours eu dans l'histoire. Là, je ne pense pas du tout que le pouvoir, même pas le groupe Bilderberg ou Davos, ait pensé à cela, que ça l'avantage très clairement. Et c'est quelque chose d'assez terrifiant et qui renforce encore cette impression de malaise profond qui règne dans nos sociétés. On nous a privés de tout, d'absolument tout, et de tout ce qui ressemblait à du sens, et ça explique d'autres phénomènes. Là, c'est une parenthèse, mais je crois qu'on ne peut pas comprendre, au-delà d'un problème propre à l'islam, qu'on ne peut pas comprendre le phénomène djihadiste sans parler aussi de cela, de cette privation de sens. Ça explique par exemple le phénomène tout à fait étonnant du djihadiste normand, que je crois aucun historien n'aurait pu prévoir. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas dire que cette crise sanitaire, le problème dans cette crise sanitaire est peut-être de n'avoir pris en compte que l'aspect sanitaire? Le confinement, par exemple, à aucun moment, j'en suis sûr, enfin c'est une affirmation pour le coup, parce que j'ai pu le constater, à aucun moment les phénomènes que je décrivais, que d'autres décrivent, qui est de dépression, de non-suivi des traitements, n'a été dans la tête des décideurs, à aucun moment. L'idée c'était d'enfermer les gens pour réduire le coronavirus, pour réduire la pandémie, hein, réduire son expansion, mais à aucun moment on a pensé aux conséquences sociales et économiques, si on y a beaucoup pensé, mais sociales et politiques, ça non, on n'y a pas beaucoup pensé. Sinon pour les comment dire, pour les cacher, le mensonge, l'affaire des masques et l'affaire des tests est assez emblématique de cela. On a pris la décision de confiner, et puis advienne que pourra, puis quand il a été évident qu'on n'était pas en capacité de lutter autrement contre le virus, on a menti, c'est ça. Enfin,
Moi, ce qui m'atterre, c'est que ces gens ont menti. Ils continuent de défendre leurs mensonges de l'époque, et ça n'a pas l'air de choquer outre mesure. C'est peut-être une idée fausse de la morale, mais il me semble que quand on ment et on ment à ce point, on devrait être puni. On a vu donc qu'il y a eu notamment aux Pays-Bas des émeutes. Est-ce que on ne risque pas nous aussi d'aller dans cette direction-là? Si, et là je lâche pas un scoop, même si bon, je peux l'affirmer peut-être un peu plus fortement que d'autres, mais c'est la raison pour laquelle, la première raison pour laquelle nous n'avons pas connu ces derniers temps, ces derniers jours, le troisième confinement qui était prêt. Hein. Tout était dans les tuyaux, on devait avoir droit à ce troisième confinement, et finalement, c'est fort de l'expérience, fort des images qui nous venaient des Pays-Bas, que le pouvoir a décidé de ne pas reconfiner. C'est pas tant pour les pauvres gens qui restent seuls chez eux que le pouvoir a décidé de ne pas le faire, c'est parce qu'il a peur, il sait, il voit que les Français en ont assez, en ont vraiment assez, qu'une majorité de Français, petite majorité hélas, mais qu'une majorité quand même, n'en peut plus et contre un nouveau confinement. Et il y a une colère qui monte. Et la figure de Didier Raoult, évidemment, a cristallisé cette colère, ou celle du docteur Perron aussi, qui est très intéressant. Et le pouvoir sait très bien, par tous les services qui font remonter les infos, qu'il y a, et pas que sur les réseaux sociaux, mais que la manifestation d'un agacement qui vire à la colère et qui pourrait ranimer des mouvements qu'on a connus il y a 2 ans, par exemple. Les Français, le peuple français, le vieux peuple français est en colère, ça fait un petit moment qu'il l'est, et l'évidence du mensonge dans lequel on l'enferme depuis 1 an, comment je crois le saouler fortement. Votre livre est préfacé par Laurent Oberton, qui a écrit 2 ouvrages, notamment d'anticipation fictifs. Et avec le début de la pandémie, il y a de nombreux collapsologues qui ont beaucoup écrit à ce sujet. Est-ce que vous pensez que le Covid pourrait être un prémisse d'un effondrement Je crois que l'effondrement est toujours possible, mais c'est pas celui que j'attends. Ouais. Je suis pas convaincu du tout. J'en ai entendu une fois, je ne sais plus qui avait dit ça. L'une des formules préférées des écologistes, c'est quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Et j'ai entendu quelqu'un répondre, moi je me pose la question, quel enfant on va laisser à notre terre? Je pense que la terre en a vu beaucoup, ces derniers millénaires, et qu'elle en verra d'autres. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il faille jeter son mégot, taper dans un chevreuil quand on en voit un. Évidemment que non. Et je crois que la préoccupation écologique, elle est d'abord née dans le camp conservateur, et que donc c'est quelque chose d'infiniment important, que le monde, et l'Europe en particulier, mais le monde aujourd'hui, a été victime, pour reprendre un grand mot de l'époque, de la révolution industrielle, de manière assez terrible, et de la mondialisation encore plus, depuis les années 70. Et donc il y a évidemment un phénomène de dérèglement climatique, ou qu'il y a des phénomènes dramatiques qui ont lieu depuis de nombreuses décennies, et qu'il est tout à fait pertinent d'essayer de les juguler. Cela dit, je ne crois pas, moi, à un effondrement brutal, total de l'activité. Je pense que le génie humain, qui n'est pas l'ami de la nature, c'est un fait, a toujours démontré une capacité inouïe à se réinventer, et qu'il continuera encore. Après, évidemment, le génie, c'est aussi un génie diabolique, et il peut aussi, ce génie-là, nous amener dans une espèce d'Hiroshima total. On a beaucoup parlé, après le premier confinement, du monde d'avant, du monde d'après. Pour vous, ce sera quoi le monde d'après? Ce sera le monde d'avant en pire. Je crois que c'est une formule publicitaire, hein. Ça doit être une pigiste de Libé qui a dû écrire ça la première fois. Ça a été repris par un communicant de l'Élysée, puis voilà. Je crois que ça n'a pas plus de valeur qu'un slogan publicitaire. Des philosophes organiques, des journalistes subventionnés ont beaucoup brodé là-dessus pendant quelques mois. Bon, c'était pas très intéressant. Le dispositif est bien en place. D'un point de vue géopolitique, ça va juste renforcer la Chine. Que d'un point de vue économique, ça ne va strictement rien changer, sinon que ça va faire mourir des tas de TPE et PME qui, dans cette espèce de logique darwinienne du capitalisme, n'est pas forcément un mal. Finalement, les plus faibles sont voués à disparaître, donc c'est pas très embêtant. C'est l'amazonisation de l'économie, finalement, qu'on nous promet, et ça marche plutôt très bien. Donc les rapports humains, eux, seront encore dégradés. C'est pas le monde d'avant le problème, c'est le monde d'avant ces gens-là. Plutôt il faut revenir au monde d'avant ces gens-là.
Oui, ces gens qui nous ont amenés à ce résultat. Voilà ce qu'on devrait viser. On devrait revenir dans les années 60, ça serait très bien. Nicolas Lévin, merci beaucoup. Merci à vous. Votre livre est disponible aux éditions Ring.